Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie? Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue, enchanté de vous retrouver pour le Juste Bistrot, le rendez-vous maintenant officiel, le rendez-vous immanquable. Voilà, la radio aura les grosses têtes, Twitch aura le Juste Bistrot, voilà, en toute humilité. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes à fond la forme. On est au milieu de la semaine. Là, on se rapproche dangereusement de vendredi et quand même de ce qui est le cap, j'espère, de tous les Français et en tout cas de tous, voilà, tout votre cap à vous, chers spectateurs. Ce match Stade Toulousain Racing 92, je peux vous dire que vendredi soir à 21h, on va croiser des saumons qui seront moins fumés que moi. Ah non, j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir pour ce match et pour la soirée qui va se passer. Donc voilà les copains, j'espère que vous, ça va, vous êtes au taquet. Bonjour à tous, hein, tout le monde est là. Salut et merci à Isa Tricotte qui vient de sub 15e mois, ça c'est fort. Bonjour à tout le monde, il y a Twishtash qui est là, il y a J'en peux plus, il y a Oriane 214, Soldona, il y a Mapatoche Guada qui est là, Phantom Lord 669, Jarod du Sud, Peter Punk, enfin tous les copains sont présents, ça fait plaisir. Salut à tous, il y a Dilemx qui dit je cherchais une excuse pour ne pas sortir faire les courses, merci d'être arrivé. Voilà, j'ai une gueule d'excuses. J'ai une tête d'excuses, ça c'est vrai. Donc bonjour à tous les copains, les copines, voilà, enchanté, installez-vous confortablement. Vous êtes peut-être au boulot, tranquillement, hein, ou à la maison, ou vous êtes où vous voulez, parce que fondamentalement, on s'en fout tant qu'on est ensemble et que on papote, voilà, avec pas mal de petits sujets aujourd'hui. On va parler, évidemment, de l'actualité du jour avec, la tentative pour abroger la réforme des retraites. Yael Braun-Pivet, elle a dit, bon allez, hein, on arrête les conneries, que les gens ne croient pas quand même qu'on est en démocratie. Donc voilà, il y a eu ça, on va parler de ça. On va parler de cette histoire de barrage en Ukraine. Ouais. Apparemment, c'est plus facile de faire péter un barrage en Ukraine qu'en France. Par rapport au barrage républicain, tu aurais capté la finesse de la blague. On va parler de ça. Bon, c'est l'énième escroquerie de ce conflit, mais au moins, on va en parler. Je vais tout vous dire tout à l'heure. On va parler géopolitique et sport. Ah oui, non. Alors, je vous vois venir, ceux qui disent, oh non, pas le foot. Calmez-vous. Tout est sous contrôle. Vous inquiétez pas, on va parler géopolitique et sport parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant dans le monde du football et ça touche à la géopolitique. Et c'est d'ailleurs surtout de la géopolitique parce que l'enjeu sportif est pas dingue, vous allez vite comprendre. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans toutes ces conneries? Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on sera pas mal. Et à 18h, je vous abandonnerai parce que farce tranquille, 104e épisode. Oui, passe vaccinal aussi. Merci à Le Biscuit Corse. On va revenir un petit peu là-dessus. On va aller vite parce que c'est pas une énorme surprise. Un Kinder Surprise, tu l'ouvres, t'as un jouet dedans, hein, comme Marlène Schiappa. Non, je déconne. Ça, c'est dégueulasse. Chacun fait ce qu'il veut au niveau de
tout ce qui est animalier. Donc, donc voilà, non, non, on va parler effectivement de passe vaccinal, pas une grosse surprise, mais voilà un petit peu les sujets du jour, les copains. Donc vous, j'espère que ça va, que vous avez du gaz, parce que là, pendant 1 h 15, tu vois, j'ai même pris un petit cafetard, là on y va. Ouais. Là, attention les yeux. Et on va commencer avec le petit instant auto-promo, hein. Mais bon, au moins, ça me permet enfin, de résumer la chose, si vous voulez. On va commencer avec cette petite séquence, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, juste milieu. Et il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, chacun en tirera sa conclusion. Je vous mets une vidéo de ma propre gueule et on en débriefe juste après. Voilà, c'est la magie de l'Internet, naturellement. Merci aux Américains. Breaking news au niveau des chiffres de l'INSEE qui vient de publier son bilan sur la mortalité 2022, hein, ça date du 6 juin 2023. Alors là, je vous lis, hein, après vous en tirez les conclusions que vous voulez. 53 800 décès en plus sur l'année 2022. C'est plus que 2021 et 2020 où il y avait quand même le Covid, hein, c'était bon, là, ça devait buter tout le monde. Alors bon, l'INSEE, dans le rapport, il y a des bons jeux, là encore, hein, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, parce qu'il y avait moins de Covid largement. On nous dit, hein, l'épidémie de Covid-19 a pu entraîner depuis 2020 une hausse des décès en raison d'effets indirects, comme des reports d'opérations, une baisse des dépistages d'autres maladies, etc. Ces impacts éventuels n'ont toutefois pas encore été mesurés. Voilà. Il peut aussi y avoir une interruption ou une pause dans la tendance à la baisse de la mortalité à chaque âge, mais sans qu'il soit encore possible de l'identifier. Voilà. On ne sait pas. Et ce serait complotiste, hein, de l'expliquer, par exemple, par le vaccin. Non, ça faut pas. Voilà, on ne sait pas. Il faut rester, on ne sait pas. Donc moi, après, je suis pas fact-checker, mais c'est vrai que on ne sait pas. C'est un peu léger pour expliquer 53 000 morts. Ouais, Breaking voilà. news. C'est vrai que je suis globalement assez d'accord avec ce que dit ce monsieur. Bon, alors on notera quand même la barbe. Normalement, c'est pour récurer un barbecue, hein. Là, ce soir, je passe la tondeuse, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas non. Bon, là, on n'est pas chez les reines du shopping non plus. Merci à Epiros qui vient de sub le 13e mois. Ça, c'est fort, 13 mois, ça fait plaisir. Temps de gestation de l'éléphant. De l'éléphant, hein, il me semble, également du côté de la famille Larcher. Donc voilà, cette info, vous l'avez vu passer, c'est l'INSEE qui publie les chiffres de l'année 2022, les chiffres de mortalité notamment. Et donc voilà, plus de 53 800 décès constatés par rapport à 2021. C'est plus aussi que 2020, alors qu'on nous a dit effectivement c'était l'année incroyable, mortalité absolue. Alors, on va pas tourner autour du, enfin, on va pas tourner autour du pot pendant 6 ans. Euh, L'INSEE n'ose pas évoquer la piste du vaccin. Alors, bien évidemment, ça peut être complotiste de dire ça, mais c'est tout autant complotiste d'évoquer, par exemple, le risque de canicule. Et l'INSEE le dit bien dans son article, explique bien que, par exemple, la piste de la canicule n'a pas été étudiée jusqu'à présent. Donc, quitte à avancer des pistes qui n'ont pas été étudiées, pourquoi pas celle du vaccin? Ou alors, c'est assumer d'emblée de facto qu'il y a 0 mort lié au vaccin. Ce qui, du coup, ne colle pas avec les chiffres de la NSM, qui évoquent quand même des effets secondaires graves pour certains ayant pu entraîner la mort. Au niveau européen aussi, au niveau américain aussi, on a des constats de ces chiffres-là. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus complotiste entre nier à 100% la potentialité que le vaccin ait entraîné des morts et une part dans cette surmortalité, ou alors de dire que tous les morts sont liés au vaccin. Là encore, il y a un juste milieu. Voilà. Je suis obligé, bon ben voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant de voir que un institut de statistique normalement indépendant n'ose pas faire son boulot, en vérité, qui est un boulot de questionnement avant tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais évoquer une piste qui n'est pas travaillée et en terre d'autres, je trouve ça un petit peu problématique. Donc voilà, le complotisme tue. C'est Red Gab qui dit ça dans le chat, effectivement. C'est voilà, comme sur les paquets de clopes. Voilà. Alors, petite question, il y a Kamimi33 qui dit bonjour, j'ai une question de base. Il faut être en bonne santé avant de se faire un vaccin. Si quelqu'un avait un cancer non détecté et s'est fait vacciner contre le Covid, est-ce que ça peut accélérer le cancer? On ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne suis pas encore docteur milieu, pas la blouse, j'ai rien, pas le stéthoscope, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, le truc, c'est que ce soit le cas ou pas, effectivement, que les gens n'aient pas l'information, c'est peut-être ça qui peut créer le doute, hein. Ben, on a assisté, on l'a déjà dit 1000 fois, mais euh, on a assisté à des choses curieuses. Vous prenez l'huile essentielle de menthe poivrée, un des trucs les plus
on va dire les moins nocifs, enfin les moins risqués, on va dire, sur le plan médicamenteux. C'est même pas un médicament d'ailleurs. Même l'alcool à la rigueur. Voilà. Parce que une fois, rappelez-vous, il y a qui m'était tombé dessus, c'était un fact-checker, zététicien et tout, qui m'était tombé dessus sur Twitter. Il avait fait un fil de tweet pour reprendre une vidéo et tout ça. Il avait dit, comme je parlais, je citais l'exemple de l'huile essentielle de menthe, j'étais un naturopathe, je sais pas quoi. Donc je vais prendre l'alcool. Comme ça, s'il en arrive à la conclusion que je suis alcoolique, bon, au moins, il se rapprochera de la vérité. Donc, vous prenez de l'alcool, c'est interdit aux femmes enceintes. Tu peux pas. Tu peux pas l'alcool. Et c'est à juste titre. Il y a un risque sur le fœtus et le développement de l'enfant qui est renseigné, qui est connu. Le vaccin, non. Parce que, comme dirait Dr Marty, on a des milliers d'années de recul. Des milliers d'années de recul, on sait en fait. Donc, voilà, donc effectivement, est-ce qu'il y a un lien avec le développement du cancer? Vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais vous apporter une réponse. Et puis de toute façon, complotiste, arrêtez maintenant. Non, mais c'est chiant parce que les gens, ça va quoi. Vous voulez aller vivre en Russie peut-être? Essayez la dictature pour voir ce que ça fait. Donc voilà. Hein, il y a Label Jiken qui dit l'aspirine interdit aux femmes enceintes. Ouais, également. Non, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, il n'y a pas à chier. Donc ouais, non, je suis pas comme un dingue. Pas comme un dingue, mais bon, affaire à suivre. Surtout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'on continue un petit peu sur la thématique. Alors ça, vous l'avez vu passer, hein. L'OMS veut lancer un pass sanitaire mondial inspiré du certificat Covid européen. Aïe, aïe, aïe. L'Organisation mondiale de la santé s'associe à l'Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondiale en prévision de futures menaces pour la santé publique. Voilà, en prévision. Ça, c'est important. C'est voilà, une initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Voilà. C'est Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et au moins il l'assume, hein, dans le communiqué qui a été publié, là, qui est repris par Le Temps, donc un journal suisse. À la limite, généraliser un outil sanitaire de par son efficacité, j'ai envie de vous dire champagne, tu vois. Non, là, c'est pas le but. La pandémie de Covid-19 a montré l'importance des solutions de santé numérique pour faciliter l'accès aux services de santé. Voilà, c'est pas que c'est efficace, ça a permis d'éviter des morts et tout. Non, non, c'est juste une question de gestion pure, en fait. Voilà. Hein, il a expliqué que le pass européen serait transformé en un bien public mondial, parce que c'est le bien, en fait. C'est un bien. C'est bien. Tu vois, c'est écrit dessus, comme le port salut. Hein. Contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris pandémie. Y compris pandémie. Je vous lis le truc. Après, voilà. Ce qui veut dire que ça peut être utilisé pour plein de choses, y compris pandémie. Donc pas que. Enfin, après, voilà, je lis ce que je lis. Hein. Peut-être que c'est complotiste aussi. Enfin, on en revient toujours là. Hein. Y compris pandémie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que ça. Non, mais bon, après, c'est le temps, hein, donc moi, je ne sais pas, mais voilà, voilà, il faut faire attention. Hein. Le réseau pourrait également jouer un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières en garantissant l'accès des personnes à leur dossier médical lorsqu'elles traversent les frontières en raison d'un conflit, d'une crise climatique ou d'autres situations d'urgence. Après, voilà, moi, je peux pas vous dire davantage. Je lis les articles et après, c'est pas mon problème. Après, moi, je fais attention parce que je ne voudrais surtout pas que Rudi Reichstadt m'en mette plein la gueule. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Alors, breaking news, parce qu'on est sur des beaux sujets en ce moment. C'est vraiment une sorte de véritable gangbang intellectuel en termes d'actualité. On en prend de partout. J'ai l'impression d'être un mini-golf. Mediapart publie à 16h37, donc tu vois, c'est quasiment du direct. Fonds Marianne, Schiappa a personnellement sucré 100 000 € de subvention à SOS Racisme. L'ancien directeur de cabinet de la ministre a reconnu devant la commission d'enquête sénatoriale que Marlène Schiappa était directement intervenue dans le processus de sélection du Fonds Marianne. Selon nos informations, elle a personnellement retoqué le dossier de SOS Racisme en raison des positions politiques de son président, alors que l'administration avait validé cette candidature. Ah putain!
Ah là 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 là, c'est fou, ça va si vite, je vais vite, comme chantait Jennifer. Bien sûr qu'on l'embrasse. Marie, hein, en régie, n'hésite pas, ça peut partir sur le site Breaking News, juste au milieu, tu peux y aller plein gaz. Ah, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle l'avait dit, hein. Elle avait dit, Marlène Schiappa, hein, dans Libération, hein, pour son portrait, hein. Elle n'est pas inquiète. La vérité fera son chemin, elle a dit. Ouais, d'ailleurs, c'est Laurie qui chante Je vais vite. C'est vrai, merci Marie pour la précision. Je vois que tu es sur tous les dossiers, même les plus piquants. Voilà. Non, mais c'est... Après, Mediapart, c'est peut-être aussi une officine d'extrême droite, hein. C'est peut-être... Après, moi, j'ai pas les infos, hein. De toute façon, dans la mesure où maintenant, Emmanuel Macron est d'extrême droite, bon, bah, ma boulangère, ce matin, je l'ai insultée de nazi, hein. Bah, attends, quelle idée. Elle avait plus de croissants. Elle se prend pour qui? Si, n'importe quoi. Donc, non, non, c'est... Ah, elle est bien, Marlène Schiappa. Merci à Jarod du Sud, deuxième mois de sub, merci beaucoup. Et qui nous dit, hein, le camarade, elle avait pas dit qu'elle n'avait strictement rien fait là-dessus. Mais bien sûr. Non, mais bon, là, on va rigoler. Là, on va rigoler parce que, d'ailleurs, il y a le préfet, hein. Tant qu'on est dans cette affaire, on a pris ça aussi, c'était ce matin ou hier, Christian Gravel. Vous voyez, hein, on a l'info qui est où? Ah, le préfet Gravel démissionne. Je vous mets la petite séquence, ils en ont parlé sur Sud Radio, en plus avec l'incroyable et l'inénarrable Alexis Poulain pour résumer la situation. Et autre sujet important dont vous vouliez parler, c'est la démission du préfet Christian Gravel qui était délégué interministériel. Enfin, il était responsable du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation et en charge de la gestion du fonds Marianne. Donc le fusible a sauté, si on résume. Mais je vous laisse la parole. Le fusible a sauté à la suite d'un rapport de l'inspection générale. Alors, on va faire un peu d'auto-congratulation, Valérie. Oui. Hein, les journalistes. Alors, d'abord, il y avait eu Marianne, le journal, France TV Info, qui avait fait une enquête très bien et qui avait révélé le scandale. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à ce moment-là? Marlène Schiappa, je poursuis en diffamation, mais pas du tout. Madame Borne a fait un communiqué pour dire comment... Voilà, résumé, hein, de l'excellent Régis de Castelnau, que je salue, que j'aimerais beaucoup recevoir sur Juste Milieu. Donc voilà, hein, on est une fois de plus sur un scandale d'État, hein, pesons nos mots. On est sur un scandale d'État. Et avec, ça, je vous prends le pari que Marlène Schiappa ne sera pas sortie du gouvernement. Sauf condamnation de la justice. Mais déjà, le temps d'en arriver là, il y a de la route. Donc, non, je vous prends le pari qu'elle ne sera pas sortie du gouvernement, que ça va continuer, pour la simple et bonne raison que... il y a une majorité d'enculés. Non, mais je suis désolé. Non, mais le gros mot. Il y a une majorité de vilains. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une majorité de vilains. Parce que, au bout d'un moment, quand, comment dire, quand les condamnés deviennent supérieurs aux innocents dans un gouvernement, ce sont les innocents qui deviennent suspects. Et donc aujourd'hui, moi, je vous avoue que les gens du gouvernement qui n'ont pas de poursuite derrière eux, qui n'ont pas d'enquête sur eux, qui n'ont pas de casier, de choses comme ça et tout, ça devient suspect. Je trouve que ça devient suspect. Mais je dis ça de manière tout à fait sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas pour la vanne. Il y a une logique de... on sent que tout le monde se tient par des endroits sensibles, on va dire. Tout le monde se tient, on sent que tout le monde se couvre, il y a des dossiers les uns sur les autres. Quand Borne prend la défense de Schiappa, je refuse de croire qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Donc tout le monde se tient par des intérêts, par des casseroles qu'on pourrait sortir, sans mauvais jeu de mots, les uns sur les autres et compagnie. Et donc c'est une logique mafieuse. C'est une logique mafieuse où effectivement les innocents sont plus que suspects. Aujourd'hui, ceux qui, on va dire, ne sont pas en Ligue 2 du gouvernement, donc ceux dont on sait que par exemple ils vont dégager au prochain remaniement, par exemple Pape Ndiaye, Christophe Béchu à l'écologie, des gens comme ça qui n'impriment pas, comme on dit dans les médias, qui n'impriment pas, qui ne marquent pas les esprits. Mais je pense que ce sont d'abord ceux qu'on peut dégager. Parce que demain, vous mettez une... Alors là, je suis dans le fantasme. Voilà, même si je crois en ce que je dis, mais on verra si ça se vérifie ou pas. Vous mettez une Schiappa dans la nature,
Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle ne va pas faire une Agnès Buzyn et se retourner contre le gouvernement? On l'a vu avec Agnès Buzyn. Elle se fait débarquer comme une malpropre à aller remplacer Benjamin Griveaux qui avait montré sa zigounette avant les municipales en 2020. Au pied levé, Macron dit à Buzyn, bah, tu vas faire les municipales et de toute façon on va te dégager et mettre quelqu'un d'autre à la santé. Derrière Buzyn, c'est le Far West. Elle dégaine et elle dit, bah, en fait, je les ai prévenus, rappelez-vous, l'interview du Monde d'Ariane Chemin, Buzyn qui dit, je les ai prévenus, personne m'a écouté et compagnie. Elle retourne le fusil contre eux. Donc demain, vous foutez une Schiappa dans la nature, elle peut vous en sortir des dingueries, elle peut vous en sortir. Et voilà pourquoi je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a une logique de domino mafieux où tout le monde se tient, tout le monde a des dossiers, et des gens comme Dupond-Moretti, comme Schiappa, comme Griveaux, comme Attal, pardon, comme Darmanin, ces gens-là sont au sommet de la pyramide mafieuse, et le gouvernement, le haut de la pyramide, n'a aucun intérêt à les mettre dans la nature. Et ces gens-là passeront de poste en poste jusqu'à la fin. Hasta la vista. Darmanin est pressenti pour être Premier ministre. Comme Le Maire, comme Attal, il va y avoir un pioche-pioche parmi ce ramassis d'escrocs. Et je crois que la logique, elle est surtout là. On a bien compris que c'était pas une dynamique de compétence. Quand Olivier Véran, piètre ministre de la Santé, malgré sa fonction de neurologue au départ, je veux dire, le mec n'a pas arrêté médecine après 3 parties de Docteur Maboul. Ce mec-là, on voit que c'est un très mauvais ministre. Menteur, lâche, pas forcément au courant des dossiers, qui devient porte-parole du gouvernement. Ça a duré rapidos, puis maintenant en charge des relations avec le Parlement, mais il va faire quoi en fait? Il va finir barista à l'Élysée. Enfin, je pense que ces gens-là ne seront pas lâchés jusqu'au bout, et ils disparaîtront tous ensemble, comme une nuée de moineaux, et ils deviendront insaisissables, parce qu'ils iront à droite à gauche. Et Buzyn, je pense, là encore, c'est de l'expectative, hein, mais Buzyn doit son salut précisément à ça. C'est qu'elle a retourné le fusil contre eux, elle a montré qu'elle pouvait les mettre dans la merde, et donc vas-y, alors va à l'OMS, t'inquiète pas, les poursuites contre toi, elles vont être éteintes, parce que là encore, une justice qui fait son travail, bien sûr qu'il y a abstention de prévenir un dommage, je crois que c'était le motif de la poursuite à ce moment-là, ou refus de combattre un dommage, je sais plus comment c'est, abstinence de combattre un dommage, bref. Derrière, il lui faut un pont d'or, tiens, prends la Légion d'honneur et ferme ta gueule, tu vois. Et donc, Marlène Schiappa, je le pense, et de toute façon, soyons clairs, j'espère me tromper, sera défendue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est aussi ce qui explique le recasage. Un combattant sinistre, merci, assez ce mal. Voilà, refus de combattre, abstention de refus, bon, bref, vous avez le motif. Je pense que c'est aussi ce qui explique les ponts d'or que certains ont reçus. Quand vous prenez Sibeth Ndiaye, je veux dire, qui va intégrer un des plus gros réseaux, une des plus grosses entreprises liées au RH derrière, Adecco, bien, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc je crois qu'on est sur cette dynamique-là, et l'affaire Schiappa passera comme le reste, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors, il y a Jarod du Sud qui parle de République bananière. Alors, c'est encore autre chose, parce que République bananière, on est sur... Là, par contre, là, on peut parler d'ingérence sans trembler du museau. On est sur une république qui est, dont les ficelles sont tirées par un autre pays. C'était le cas, par exemple, du Guatemala avec les États-Unis, et l'expression de république bananière vient de là, d'ailleurs, dans les années 60, où les Américains avaient mis au pouvoir un gouvernant fantoche, comme souvent, d'ailleurs, en Amérique du Sud à ce moment-là, et notamment, en fait, l'idée, c'était que une très grande part des terres agricoles reviennent, voilà, il y a United Fruit, absolument, je vois Miss Deans qui a bien suivi, c'est bien, qu'une grande part des terres agricoles reviennent à des grandes entreprises américaines, notamment la United Fruit, et c'était précisément pour faire pousser des bananes, qui étaient au cœur de l'économie guatémaltèque à ce moment-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et c'est de là que vient l'expression de république bananière, en fait. Il n'y a pas du tout de sous-entendu raciste de « ouais, l'Afrique, les bananes hein, comme on dirait à gauche ». Ah ouais, je vais vous la montrer, celle-là. Ah, de national à socialiste, il n'y a qu'un Reich, comme on dit. C'était Carole Delga, qui était sur France Info ce matin. Alors, depuis le petit Grégory, on n'a jamais vu quelqu'un en brasse coulée de la sorte. Sur France Info, regardez, quand la gauche se prend les pieds dans le tapis de ses bons sentiments. Qui c'est qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid? Il y avait beaucoup d'immigrés. Aïe, 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 aïe. Ah, la tuile.
à la tuilasse. La gauche serait-elle aussi coupable de racisme? Merde, parce que c'était l'extrême droite au départ, et à juste titre souvent. Mais comme quoi, c'est fou, hein, c'est fou. Alors après, forcément, hein, tout le monde est venu à son secours. Voilà. Alors je peux vous dire, on a eu euh, un ramassis de tweets et compagnie, de réactions. Il y a eu de très belles choses, et à commencer par Carole Delga elle-même, hein, qui a réagi et qui a dit, voilà. Et là en plus, c'est implacable. Je m'appelle Delga, première, deuxième, centième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie et au succès de notre pays. Je regrette de m'être mal exprimé. Même le tweet ne va pas, parce que j'ai rappelé donc au cours de l'émission que c'est une richesse, une contribution au génie et au succès de notre pays. Je regrette de m'être mal exprimé. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce qui précède dans le tweet ou par rapport aux conneries sur Mbappé et Noah, tu vois? Je dis pas qu'ils sont cons, je dis juste que la connerie a honte d'eux. Donc, non, non, c'est... Là, on est bien, là. Là, on est très, très bien. Olivier Faure a réagi, alors pareil, hein, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Faux procès fait à Carole Delga. Ses propos clarifiés, la gauche doit faire avancer le débat. Déjà fake news. Le PS que je dirige sera toujours sans concession avec les racistes. La République reconnaît tous ses enfants, sans référence à leurs origines ou leur couleur de peau. Prends ça, Poutine. C'est fou, hein. Ah, ils se prennent les pieds dans le tapis. Là, vraiment, on est, tu sais, c'est la scène dans Bambi. Quand Bambi marche sur la glace, tu sais. C'est globalement la vie politique, mais de tous les côtés. De tous les côtés, ça part en cacahuète complet. Mais bon, avec plaisir. Avec plaisir, et au moins on se fend la gueule. Parce que on continue dans le thème, hein, par exemple. J'ai dit que je vous en parlerai. Aujourd'hui, on a eu quoi? On a eu Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. On en parle dans la Force tranquille aussi tout à l'heure. Je vous spoil un peu. Mais au départ, tu vois, tu es présidente de l'Assemblée nationale. Donc, d'une assemblée qui est celle de tous les Français. Et celle de tous les partis, tu vois. Donc, il y a quand même un poste où même si tu as tes petites tendresses pour tel ou tel parti, bah, le mieux, c'est quand même de fermer ta gueule. Parce que bah, c'est comme au Sénat, tu vois. C'est le Sénat de tous les partis, je veux dire. Et, et bon, bah apparemment non. Apparemment pas trop. Voilà ce que nous dit ce matin la dame Braun-Pivet. Alors, je vois que ça papote dans le chat. Carole Delga, c'est la présidente de la région Occitanie, présidente PS de la région Occitanie. Si jamais, pour avoir le personnage, quelqu'un du Parti Socialiste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moins, ça nous permet de comprendre que le parti d'Hitler, un petit point de Godwin gratos, était national-socialiste. Comme quoi. J'ai donc bien compris, Yael Braun-Pivet, que malgré le fait que vous êtes encore en train d'examiner ces amendements qui ont été déposés, à ce stade, il vous semble impensable de faire revenir par la fenêtre cet amendement que vous avez fait sortir par la porte. Alors, nous ne l'avons pas fait sortir par la porte, nous avons voté à nouveau. La situation serait très différente si le vote avait été en sens inverse. Ce n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Voilà, donc... au moins, c'est clair, tu vois. Le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, est un territoire de débat dans la limite des volontés du pouvoir, du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes libre d'obéir à conditions. Alors, ce qui est très intéressant, et on va parler, je vois Turtle Swingman qui pose la question, on va parler de l'histoire, la motion de censure de la NUPES, on va y revenir, qui incarne peut-être un espoir. Alors, si c'est à l'image des précédentes, on va une fois de plus s'asseoir dessus, mais on verra. Et alors, tu vois, tu dis face à ça, bon, ça y est, la démocratie s'est pété la gueule. Emmanuel Macron est d'extrême droite, apparemment, d'après Jean-Luc Mélenchon. Donc, tout part en couille globalement. Qu'est-ce qu'il reste au peuple pour renverser la chose, tu vois? Et là, on a eu Antoine Léaumont. Voilà, normalement, je m'arrête là. Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui a pris la parole. Parce que tu vois, le tweet commence, il a dit
face au nouveau coup de force de Yael Braun-Pivet, il faut une riposte populaire. Donc tu vois, ça sent la barricade, ça sent la prise de la Bastille, ça sent l'échafaud. Et ben je vous montre sa solution, tout ça est sérieux, réalisé par un professionnel. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a décidé d'utiliser l'article 40 de la Constitution pour empêcher le débat d'avoir lieu sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous saviez, ce jeudi 8 juin, il devait y avoir un débat sur la retraite à 64 ans. Eh bien, Yael Braun-Pivet a peur du vote, a peur du débat. Et donc, dans la solidarité avec le président de la République, elle a décidé d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher qu'on vote. Il ne faut pas laisser faire ce coup de force. Normalement, Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, elle aurait dû défendre les droits de l'Assemblée nationale, pas les petites magouilles de la Macronie. Eh bien, il faut qu'on réponde à ce coup de force. Il faut qu'on ait une réponse populaire, massive. Et donc, je vous invite dès ce soir à vous rendre à 19 h à l'Esplanade des Invalides à Paris, à côté de la station de métro, pour préparer la bataille contre ce coup de force de la Macronie, ce nouveau coup de force des macronistes. On réalisera ce soir à 19 h donc aux Invalides une nouvelle édition des apéros anti-Macron et je vous invite vraiment à en faire partout dès ce soir pour organiser les actions. Mais quelle énorme trompette! La France est en train de se péter la gueule, la démocratie c'est Stephen Hawking, et le mec te dit on va faire des apéros. En même temps, il n'y a rien de plus français. Je vous montre le tweet. On ne peut accepter que la démocratie soit piétinée. Organisez partout votre apéro anti-Macron ce soir pour préparer des actions demain. Mais quelle énorme pompe à vélo, mais sérieux, putain. Les mecs sont élus, hein. Les mecs ont été élus pour s'opposer au pouvoir. Et ils te disent, avec 4 paquets de Benedetto et 2 bouteilles de Ricard, tu peux faire trembler le pouvoir. Oh là là. Ah là 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 là. Mais allez tous vous faire cuire le cul, franchement. Ah non, mais c'est vraiment, mais prendre les gens pour des jambons à ce point-là, c'est hallucinant. Mais je sais pas, les mecs pointent du doigt le fait qu'on est dans un épisode historique de la France. Tu sais, c'est 1789, tu vois. Les gars, les rois, ils veulent toujours plus de trucs, c'est chaud, la France est dans la merde, tu vois. Apéro? Ben, l'histoire de France, mon gars, ça aurait été une tannée, je veux dire, mais on en est où, en fait? On en est où? T'imagines les révolutions arabes, le printemps arabe, si les mecs s'étaient dit, bon, qui pour un tagine, en fait? Ben, en fait, l'histoire s'arrête là, il n'y a rien derrière. Et voilà. Et ces mecs-là essaient en plus de te dire mais nous, on est l'opposition. Et en fait, c'est nous le chaos. Ils ont été élus. Hein. Ils ont été élus pour s'opposer. Et cette énorme pompasse d'Antoine Léaumont vient te dire apéro anti-Macron. Mais quand tu prends 7000 balles brutes par mois, frérot, en fait, pour t'opposer, et que ton issue désormais, c'est apéro anti-Macron, mais c'est quoi la suite, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries. Je veux dire, faire ça en temps normal et créer le mouvement populaire via des moments de rassemblement, bien sûr, c'est pas moi qui vais m'opposer à l'apéro. Vous imaginez bien que ça me fait mal de dire sus à l'apéro, non à la cacahuète. Je refuse la bière. Non, tu vois, c'est pas le genre de la maison. Mais je veux dire, quand l'heure est grave et que précisément tu mets ça en exergue pour justifier de la mobilisation, mais t'es un gland, mon gars. T'es un gland. T'es un gland. Et Mélenchon qui ne cesse de se prendre pour un chêne, comme on dit, les glands ne tombent jamais loin du chêne. Et là, franchement, ça va, quoi. Même les Garrido, Corbière et tout, on les entend plus. On les entend plus. J'ai l'impression que eux, en ce moment, ils sont en train de se faire une marche arrière. Et c'est un pronostic, alors vous savez comme je suis bon, mais je sens bien que ça va péter du côté de la France Insoumise, et un de ces quatre, il y en a quelques-uns qui vont faire un truc de leur côté. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien parce qu'on n'en entend plus trop parler. Garrido, Corbière, Autain, bon alors elle en ce moment, elle mange le retour de l'affaire Bouafs. Elle avait dit des faits d'une gravité jamais constatée. Bubule, enquête interne, ils poursuivent pas, donc il n'y a rien. Mais je pense franchement que du côté de la France Insoumise, ça va péter. Mais en même temps, il y a de bonnes raisons. Quand ta solution numéro 1, c'est apéro, et que tu te prends pour la force vive qui va lutter contre le fascisme, la menace fascisme dans le monde, mec, t'es une énorme olive verte, tu vois. Donc, non, c'est...
Ah, on rigole bien, hein, et ça, c'est aujourd'hui, hein. Le tweet midi 52, tu vois. On n'arrête pas le progrès. Donc, bon, bah, apéro, apéro, les amis. Apparemment, faut y aller, hein. Ils l'ont dit, hein. Et c'est ça qui va nous sauver, hein. Donc, soit, enfin, c'est la cirrhose ou la dictature, finalement. On est un petit peu là-dessus, quoi. On est un petit peu là-dessus. Donc, bon, moi, après, je sais pas quoi vous dire, hein. Et, ouais, et puis, enfin, Anarchy08 qui dit ils ont déjà fait ce coup-là, c'était Nuit debout, et déjà à l'époque, ça n'avait rien changé. Mais ça n'avait rien changé. Et puis, la situation à l'époque n'était pas la même. Je veux dire, là, la situation est gravissime. Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder là-dessus. Euh, dire même Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant a appelé à voter pour lui, et lui et ses collègues, hein, Sandrine Rousseau et compagnie, reconnaissent que Emmanuel Macron, c'est le fascisme. Donc, je veux dire, jusqu'à présent, vous connaissez la maison, je prenais des pincettes là-dessus. J'osais pas dire, mais là, c'est Mélenchon qui le dit. Donc, je ne fais que reprendre ses mots. Pour une fois que je suis d'accord avec lui. Et on est là-dessus, on est là-dessus. Donc là, faut arrêter, quoi. Mais par contre, ces mecs-là, tu vois, et c'est Cindy Wonder qui le dit dans le chat, tout à fait raison. Euh, on te dit l'apéro, c'est la solution, mais en fait, il n'y a pas un article 68 dans notre Constitution pour la destitution du président? Est-ce que ça, c'est peut-être pas plus efficace pour sauver la France qu'un perroquet et deux lèvres brunes, en fait? Est-ce qu'à un moment donné, la question peut se la poser ou c'est pas possible? Parce que mais c'est dire à quel point ils nous prennent pour des abrutis. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion et de respect pour les électeurs de la France insoumise qui continuent à ne faire preuve d'aucun esprit critique. Je pense que les électeurs du RN auront bien compris que, voilà, hein, quand je veux dire la figure numéro un de ton parti, c'est Jean-Philippe Tanguy, voilà, il faut faire preuve d'esprit critique. Ça n'empêche pas d'être convaincu politiquement, au contraire, mais tu peux aussi critiquer ton propre camp, c'est pas grave, tu vois. Moi, je suis supporter du Stade Toulousain. En demi-finale contre le Leinster, on a joué comme des brels. C'est comme ça, il faut l'accepter. Je sais pas d'ailleurs, chers amis, s'il y en a dans le chat, hein, qui sont plutôt sur la ligne, la France insoumise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, même vous, ça vous semble un petit peu zinzin? Parce que c'est vrai que moi, je commence à... Ouais, j'y crois, ouais, j'y crois plus. J'y crois plus. On va pas se mentir. C'est. Ouais. Ah, il y a Malicorne07 qui est un peu plus dur que moi, hein, qui dit plein de Français ne voient rien, ils s'en tapent, ils sont en train d'organiser leurs vacances en all inclusive, j'en peux plus. Effectivement, il y a un truc comme ça. Alors, DJ Chris, on va revenir sur. C'est un éternel débat qu'on a, mais c'est toujours intéressant. DJ Chris qui nous dit mais on n'a jamais appelé à voter Macron. Alors, cher ami, c'est toujours la même question que je pose. Merci à Ophéry qui vient de se prendre, 4e mois. Dans ce cas-là, cher ami, qu'est-ce que ça veut dire? Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite et à Marine Le Pen. Quand on est au second tour d'une élection présidentielle et qu'il y a deux candidats. Si c'est pas l'un, bêtement, j'ai envie de dire c'est l'autre. Mais n'hésite pas à me dire voilà ce qu'il en est, parce que c'est vrai que je t'avoue que ça m'échappe un petit peu, cette logique de non, en fait, il n'a pas du tout appelé à voter Macron. Là, j'avoue que. Parce que pourtant, quand. Ouais, il y a Alexandrine59 qui dit hein, ils ont représenté un espoir aux élections, mais on a du mal à les suivre, c'est vrai. Valérie Basson qui dit moi, Jean-Philippe Tanguy, je le trouve drôle. C'est ça le problème. C'est que s'il était au Marrakech du rire, pourquoi pas, mais. DJ Chris qui dit moi j'ai pas voté Macron, j'ai pas voté Macron, j'ai pas voté Le Pen. Effectivement, ça s'appelle l'abstention. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas dit ouvertement dans ce cas-là? Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a la possibilité de l'abstention. Mais il faut le dire. Pourquoi entretenir cette ambiguïté si l'abstention est la solution évidente? À la limite, c'est là que je pose le problème, si vous voulez. Pourquoi ne pas avoir dit abstenez-vous? De l'avoir dit clairement. Ou vote blanc, ou ce que vous voulez. Mais pourquoi, en fait? Donc, moi c'est juste là que je cale depuis le début. Je cale depuis le début. Au bout d'un moment, alors il y a Audred 66-63, c'est intéressant, qui dit je suis un insoumis sympathisant, mais ce sont des brels et ce Mélenchon est un arriviste. Moi, ça dit, t'es plus dur que moi encore. Le bœuf ou le buf-buf, je sais pas comment on dit. On n'a pas appelé à voter Macron. Pour moi, c'est le même argument que le vaccin n'était pas obligatoire. C'est pas con, et le rapprochement, je l'avais pas vu. C'est intéressant, effectivement. Effectivement, on est un petit peu là-dessus. Jadis 29, ici Rémi, on connaît tous ton talent d'Achille entre Côte, Barbuck et le 3e mi-temps. Ouais, c'est vrai que ça a tendance à me calmer souvent.
Alors, il y a Nyang Daouda, que j'embrasse, fidèle parmi les fidèles. Moi, ma question, Rémi, c'est est-ce que tu penses que Marine Le Pen aurait fait autre chose? Est-ce que l'abstention aurait changé? Marine Le Pen n'aurait rien fait d'autre. Et d'ailleurs, c'est dans le Marianne de cette semaine, qui sort demain. Il y a un papier enfin, ils font un dossier très intéressant sur la question de l'immigration qui revient au premier plan et ils expliquent très clairement que Marine Le Pen est une énorme trompette et que une très grande partie de son programme est inapplicable en restant notamment dans l'espace Schengen, hein, par exemple, quand elle parle de contrôle aux frontières, de choses comme ça, c'est inapplicable. Et donc Marine Le Pen n'aurait pas fait beaucoup plus dans la mesure où enfin une grande partie de son programme est juste de l'effet d'annonce. Mais ça, on est totalement d'accord. Totalement d'accord sur le fait que Marine Le Pen n'aurait pas fait mieux, elle aurait peut-être même fait pire, mais moi je veux juste qu'on arrête avec cette menace au fascisme, parce que la gauche continue à s'appuyer là-dessus, la gauche et l'extrême gauche, ils continuent à s'appuyer là-dessus, mais ça va leur revenir en pleine gueule. Si un jour, on verra en 2017, si la NUPES arrive en rang serré et qu'elle représente une vraie menace pour le camp progressiste, alors ce sera Macron, Attal, Édouard Philippe, une tringle à rideau, de toute façon il y aura quelqu'un du camp progressiste, vous verrez que la menace fasciste va se retourner. Et là, la gauche, au risque d'être vulgaire, et je m'en excuse en amont, va se manger les couilles quand cet argument qu'ils ont tant usiné, qu'ils ont tant travaillé, va leur revenir en pleine gueule. Là, ça va leur faire tout drôle, parce que quand ce seront eux les nouveaux Staline, et que Le Pen ne sera plus Hitler, parce que électoralement, elle sera plus une menace, là, ils vont manger chaud. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Décidément, c'est un débat qu'on a souvent, ça fait beaucoup réagir. On a Twitch Marigold, que j'embrasse, et Louis Boyard qui veut une loi pour établir le partage de compte Netflix. Effectivement, Jarod du Sud, j'ai voté Méluche puis Le Pen, mais qu'on soit clair, le vote Le Pen pour moi était un vote anti-Macron, car je savais ce qu'il allait faire. Effectivement, je pense qu'on le disait encore hier, hein, il y a une grande part de gens qui ont voté Le Pen contre Macron. Ce qui va dans le sens de ce que dit Mélenchon, parce que Macron, c'est l'extrême droite, apparemment. Horacio, si on devait voter pour toi, est-ce que tu dirais abstenez-vous? C'est-à-dire, si on devait voter pour moi. Comment ça? C'est moi mon avis, ou si on devait voter pour juste milieu? Je n'ai pas compris la question, cher Horacio. Est-ce que tu peux me la redire? Wesh papa, peut-être parce que Mélenchon ne s'imaginait pas justement la politique autoritaire de Macron. Ah bon? Il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, l'affaire Benalla et tout avant? Soyons sérieux. Là, par contre, je veux bien qu'on soit pas d'accord et tout. De là à nier le réel, faut pas déconner. La gestion des Gilets jaunes, c'était pas une gestion autoritaire. Faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser. C'est ce mal. Je suis d'accord, son insistance à ce qu'aucune voix ne doive aller à Le Pen est un appel plus qu'explicite à voter Macron. Gérald Bouchit, Marine Le Pen aurait fait la même chose que Meloni en Italie, c'est-à-dire rien. Là, je suis absolument d'accord. DJ Chris, Marine Le Pen, c'est Macron avec plus de coups de matraque. Ben ça, t'en sais rien, cher ami. C'est toute la différence entre le réel et l'hypothétique. C'est que moi, je veux bien qu'on dise Marine Le Pen, c'est le fascisme, c'est l'autoritarisme. Mais en attendant, on a quoi? Marine Le Pen, c'est peut-être le fascisme et l'autoritarisme. Macron, ça l'est. Donc, au bout d'un moment, pourquoi agiter une menace hypothétique quand on en a une réelle sous les yeux? C'est ça, je vous avoue que j'arrive franchement pas à le comprendre, quoi. Cuc 666, tout à fait d'accord avec toi Rémi, si Mélenchon avait voulu faire un grand coup, il aurait poussé à l'abstention et poussé à faire reconnaître l'abstention comme une vraie expression du peuple. Absolument. Ça aurait pu être son combat. Ça aurait dû être son combat. La reconnaissance de l'abstention pour dire, s'il y a plus de 50%, on refait les élections. Au lieu de dire, élisez-moi Premier ministre, je sais pas quoi. Tout à fait d'accord avec toi, cher Cuc 666. Rafo, G2L2, Le Pen élu aurait changé une chose, il y aurait une opposition en face. La pire force de Macron, c'est qu'il n'y a pas d'opposition de fait, mais d'esprit aussi. Personne ne cherche à se battre, effectivement. Zerbal, elle vaut rien, Le Pen, ils sont nuls. Là aussi, je suis assez d'accord avec toi. Valérie Basson, moi je dis bravo à ceux qui ont voté Macron pour éviter le fascisme, et ils sont contents en plus. Seb 76600, c'est une question de principe, et le fascisme était déjà au pouvoir avant le macronistan. Sam J. Bartenders. En Martinique, on a voté jusqu'à 70% pour Le Pen, sachant très bien qu'elle ne pourrait pas faire n'importe quoi. Effectivement, ça aussi, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de réactions, c'est génial. Je sais que ça vous plaît, ce sujet. Si j'ai envie de mettre du gage, on va là-dessus à chaque fois. Victor Macno, Le Pen élu, quid des députés? Bah, tu vois, elle en a eu 88 sans être élue. Donc, après, peut-être que les législatives auraient été différentes. Ça, c'est vrai aussi. Il y aurait peut-être eu le fameux barrage qui aurait survécu à ce moment-là. Heitken, de toute façon, la paix que l'on a en France, c'est pas grâce à l'Europe, c'est même le contraire. Le coup d'état de cette Europe en France nous conduit tout droit à la guerre. Et il est fort probable que celle-ci ne s'en relève jamais. Twitch de Sam, il y a beaucoup de points communs dans la politique de la LFI et Renaissance. Ils partagent des valeurs communes, alors que le FN et LFI beaucoup moins.
Décibel 98 comme d'habitude. L'hypothétique nous guide dans la vie, c'est débile ce que tu dis, comme d'habitude. Merci. C'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu. L'hypothétique nous guide dans la vie, absolument. Alors du coup, quand tu dis c'est débile ce que je dis, c'est hypothétique ou pas? C'est pour savoir jusqu'à quand ça nous guide en fait, apparemment. Alors il y a qui dit si Mélenchon se mettait en binôme avec Ruffin et se coupait de sa gauche bobo pour réconcilier les électorats populaires, il aurait des chances. Ça c'est vrai, hein. L'abandon du vote ouvrier par la gauche et l'extrême gauche, c'est peut-être la pire erreur faite par ce camp-là. Émirius, si Marine s'appelait Chevènement, tout le monde s'accorderait à dire que son programme relève d'une gauche républicaine. Ça, c'est possible aussi. C'est vrai, ça, c'est possible aussi. Donc, non, c'est vraiment intéressant, hein, ce sujet-là. Et mon Sam J. Bartender, ce qui dit j'attends toujours ceux qui viendront dire que la Martinique est raciste. Ça, effectivement. Matsumaki, un ministre de l'Intérieur qui DDE les élèves absents le jour de l'Aïd, Le Pen n'aurait pas osé. Je sais pas ce que ça veut dire DDE. Je suis désolé, je sais pas, mais j'ai lu le com. Rafo G2L2, en 2002, je me disais, je me fous de qui le remplace, la priorité est que lui et sa clique dégagent et rendent des comptes. Seb 76 600, il aurait dû dire votez blanc et refaisons les élections si le pourcentage était important. Ah, c'est intéressant, il y a plein de messages. Clévinia, voter n'a jamais servi de peuple, il sert les élites, les partis ne servent qu'à diviser les peuples et à prendre votre représentativité. Vous élisez des représentants qui administrent vos droits et ceux de vos enfants. S'il Maureen, si Mélenchon laisse sa place à Ruffin, il y a une chance, selon moi, mais c'est que mon avis. Pourquoi pas? Pourquoi pas Ruffin président? Twitch Chat, ce n'est pas qu'il n'y a pas, mais il n'y a plus d'opposition, et cela, c'est certainement la stratégie des conseillers américains et des cornacs de Macron. Ah, ça énerve tout le monde. Il y a du gaz, là. Putain, on est bien, là. Il y a du gaz, merde. Non, mais c'est... Moi, je suis d'accord avec vous, hein. C'est la cata, hein. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe, naturellement. Mais on fait avec. Et de toute façon, on n'a pas fini de parler de tout ça. Là, on a les sénatoriales cette année, on va avoir les élections européennes en 2023. Donc, on va parler de pas mal de choses. Camini 33, et c'est vrai que c'est peut-être la question symboliquement qui résume bien les choses, hein. Le coup des casseroles, si c'était Marine qui aurait interdit, on aurait dit quoi? Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, putain. Tu mets ton doigt là où ça fait mal, hein. T'es proctologue, peut-être? Non, mais je devine les métiers des gens, hein. C'est comme ça, hein. Mais bon, l'important, c'est que moi, j'aime bien quand on papote comme ça. Ça sent canaille. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord entre eux, mais ça j'aime. C'est ce côté bistrot qu'on apprécie plutôt pas mal. Sans transition, on va aller sur un autre sujet parce que je vois l'horloge qui avance. Et vous savez qu'à 18h, c'est farce tranquille. Et de toute façon, on va reparler de tout ça. Et vous pourrez dire en commentaire, bien sûr, sur YouTube, ce que vous en pensez. Vous avez suivi cette histoire de le barrage. C'est la Russie, ce barrage, hein, du côté de la Crimée, donc un barrage qui était aux mains des Russes, hein, quasiment. C'est la Russie qui a fait péter le barrage. Alors vous avez suivi tout ça, hein, on est du côté de Kakova, je ne sais pas comment on dit. Rebelote, hein, il y aurait eu la centrale nucléaire, il y aurait eu le massacre de Boutcha, il y aurait eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ce conflit. C'est les Russes, alors on n'a pas de nouvelles, hein, il devait y avoir une enquête internationale à Boutcha, on ne sait pas où elle en est l'enquête. Les tirs de missiles et les tirs tout court sur la centrale de Zaporozhye, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas qui c'est. Enfin, c'est les Russes de manière générale. Ursula von der Leyen d'ailleurs l'a dit, hein, donc là c'est officiel, hein. Moi je pense qu'il faut, il faut être au clair là-dessus, hein. Je vais vous montrer le tweet, hein. Voilà, regardez, hein. Russia will have to pay for the war crimes committed in Ukraine. The destruction of the dam, a nutritious attack on civilian infrastructure, puts at risk thousands of people in the Kherson region. Europe is mobilizing support through our civil protection mechanism. Alors, ce qui est sûr, c'est que Ursula, elle est beaucoup plus rapide à mener une enquête internationale qu'à montrer des SMS. Ça, c'est intéressant. Mais elle a dit, c'est les Russes. Elle a dit, il n'y a aucun doute, c'est les Russes. Alors, une fois de plus, hein, on regardait même dans les médias, hein, beaucoup de médias qui ont dit, c'est inadmissible des Russes. Alors, quelques-uns quand même ont dit, notamment le Figaro, hein, qui a dit, les Russes et Ukrainiens se renvoient la balle. Voilà. On ne sait pas. Mais bon, on voit des choses. Voilà, le problème, c'est qu'il y a eu des éléments. Alors, je vous lis, hein, Nord Stream aussi. Nord Stream. Alors, paraît-il que c'est enfin les Ukrainiens.
Et là, c'est intéressant. Ce qui se passe avec Nord Stream, vous en avez sûrement entendu parler. On a eu, je crois que c'est du côté du Washington Post, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais vous retrouver l'article. Voilà, Marianne en a parlé aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, le fameux gazoduc, les fameux gazoducs qui ont pété il y a de ça quelques mois maintenant. On a eu les premières révélations qui venaient du grand journaliste d'investigation Simon Hersh qui avait dit ce sont les services secrets américains qui étaient à la manette en collaboration avec la Norvège, qui ont une opération secrète sous couverture de l'OTAN pour faire péter les gazoducs. Et alors là, hein, alors que l'Ukraine n'a rien fait depuis le début du conflit, pour la première fois, je crois que même c'est la première de manière aussi massive, les Américains se retournent contre les Ukrainiens et on a pu découvrir, hein, voilà, Marianne en a parlé aujourd'hui, l'Ukraine a-t-elle fait sauter Nord Stream, la CIA, informée d'un projet de sabotage 3 mois plus tôt. Une agence de renseignement d'un pays européen avait prévenu la CIA en juin 2022 que des plongeurs militaires supervisés par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes comptaient faire exploser le gazoduc Nord Stream. C'est ce qu'affirme le Washington Post qui s'appuie sur un des documents secrets ayant fuité sur la plateforme Discord. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, ce lâchage en règle des Américains, ce qui est une spécialité, hein. Si vous prenez... Voilà, quand les Américains vous soutiennent, c'est que généralement, ce sont eux qui vont appuyer sur l'accélérateur pour vous envoyer dans le mur. Et là, on apprend, c'est la première fois que les Américains reconnaissent la possible culpabilité des Ukrainiens sur un pan de ce conflit. Si vous voulez mon avis, ça s'appelle donc un bouc émissaire pour se dédouaner, alors que la piste américaine est quand même assez intéressante, voire fort probable. Et là, ce serait tout à coup la faute des Ukrainiens, ces mêmes Ukrainiens angéliques depuis le début du conflit. Et la moindre idée qui aurait voulu que l'on rapprochasse une attaque, une explosion, quoi que ce soit, et que l'on dise c'est la faute des Ukrainiens, depuis le début du conflit, c'est inconcevable et complotiste, voire pro-poutinien. Et là, par contre, les Américains disent, sans trembler du museau, Nord Stream, c'est eux. On notera au passage le fait que s'ils ont été au courant 3 mois avant, c'est donc qu'ils ont laissé faire. Donc, voilà, c'est une théorie qui semble un poil zinzin, mais ça n'est que mon avis. Et concernant ce barrage, hein, alors là, c'est les Russes, on verra, mais là, on apprend, hein, notamment par Kim.com aux États-Unis qui en a parlé, il y a une vidéo qui sort aussi. On apprend que Kim.com a présenté peut-être la principale preuve que les Ukrainiens sont responsables de la démolition de la centrale hydroélectrique de Novo-Kakhovka. Il a partagé sur son compte Twitter les données du service satellite français qui montrent que l'Ukraine a artificiellement augmenté le niveau de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau le plus élevé de ces 8 dernières années. On a appris également via Slobodan Despo, que je salue, d'Antipresse. Lui, il a dit, après le rupture du barrage, les Ukrainiens ont maintenu l'écluse en amont, grande ouverte. Ils auraient pu limiter les dégâts d'un tour de vanne. Et on a une vidéo. Voilà. Donc, après, bien évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. Hein, to take with some pincettes. Parce que on n'a pas encore eu l'éclairage des Avengers de la vérité. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais c'est déjà très intéressant. Une fois de plus, un événement qui déboule comme ça, mais ce ne sont pas les Ukrainiens, c'est lié à autre chose. Donc, affaire à suivre là-dessus, mais j'ai peur qu'on aille une fois de plus sur un drame absolu et qui va disparaître d'ici une semaine des médias, parce que ce serait con de mener une enquête et de faire un travail de longue haleine. Donc voilà un petit peu les copains, ce que je voulais vous dire, j'accélère un petit peu le rythme. C'est mon côté Julien Alaphilippe qui a gagné avant-hier sur le Dauphiné. Hier, c'était Christophe Laporte. Là, aujourd'hui, j'en ai aucune foutue idée parce que c'est pas non plus Stade 2, cette émission. Mais vous me voyez venir, on va aller un petit peu sur le sport. Je voulais vous en parler, mais géopolitique. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Alors là, vous avez vu... C'est le transfert du moment. Karim Benzema quitte le Real Madrid après 5 Ligues des Champions, un palmarès incroyable, un ballon d'or. Il quitte la Maison Blanche, Los Merengues. Ça y est, c'est fini. Et il se sauve. Alors là, qui l'eût cru, je vais vous montrer l'article du Figaro d'aujourd'hui. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Karim Benzema se sauve du côté de l'Arabie Saoudite, ça y est, c'est officiel, à 35 ans, deuxième meilleur buteur du Real, 354 buts. Il a mis plus au fond que Gérald Darmanin.
Donc là, ça force le respect. Ça y est, il se casse et il s'en va du côté de l'Arabie Saoudite, hein, dans le club d'Al Ali, si je vous dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier parce que ouais, voilà, c'est ça. Al Ittihad, excusez-moi, Al Ittihad, il y en a plusieurs. Et là, on est sur un joli paquet de sesterces. Vous allez voir petit à petit ce que je veux vous dire par là. On est sur 100 millions d'euros net d'impôts par saison. Là, tu as quand même de quoi refaire ta pergola. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite, là, on y est. On y est. Il y a déjà eu Cristiano Ronaldo. Alors, il y avait un peu un côté EHPAD. Il y avait un côté EHPAD de se tirer en Arabie Saoudite. Pas de panique, hein. Je vois 20K91 dans le chat qui dit c'est la juste minute sport. Vous inquiétez pas, on va parler géopolitique parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant par rapport à ça. C'est lié au sport, mais il faut du plaisir pour tout le monde. Ça va. Oh, je vous ai pas mis le best-of du Stade Toulousain pendant 4 heures. Là, il y a un lien géopolitique. Il faut faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà, il y a déjà eu Cristiano Ronaldo qui s'est sauvé là-bas. Et là, maintenant, c'est Karim Benzema. Karim Benzema, voilà, 35 ans, qui peut avoir encore quelques années devant lui. Et ce qui se passe est chouette, c'est que Karim Benzema est le premier d'une longue lignée de joueurs qui vont signer là-bas. Breaking news, on a appris il y a quelques heures que le Français champion du monde N'Golo Kanté, à 32 ans, signé également en Arabie Saoudite. Donc dans le club de Al Ittihad également, là où Benzema va être. Donc c'est un transfert de poids, hein, le joueur de Chelsea, là encore il va être sur un beau paquet de pognon aussi, on va être peut-être sur du 100 millions ou quelque chose comme ça, enfin bref. Ce qui est très intéressant, c'est que N'Golo Kanté a 32 ans, donc il a encore de belles années devant lui, et ça y est, on y est. L'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, hein. Donc, c'est sûr que leur spécialité, c'est pas le réglisse, tu vois. Là, on y est, et la stratégie de l'Arabie Saoudite est claire. On est dans le soft power, donc c'est là où je vous parle de géopolitique. C'est une stratégie énorme, énorme, où ce pays veut aller chatouiller les grands frères que sont le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et le football est aujourd'hui devenu une arme géopolitique majeure. On l'a vu avec le Qatar, hein, rappelez-vous. Hein. On l'a vu avec le Qatar. Ça donne un lustre incroyable à des pays qui, normalement, devraient quand même être un petit peu remis en cause. Malheureusement, il y a du pétrole, donc ça force, hein, quand même à fermer sa gueule. Et on peut lire des choses, tu vois. Je vous lis un petit peu quelques extraits. Il y a un article, l'article du Figaro me plaît bien parce qu'ils mettent justement tout ça en avant. On peut lire, hein. Depuis l'arrivée du prince Ben Salman, le pays s'ouvre de plus en plus sans être comme l'Europe. Raconté le technicien français, donc Hervé Renard, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe d'Arabie Saoudite. Des avancées sont faites, les femmes étrangères ne sont plus obligées de porter la baya, vêtement traditionnel qui couvre l'ensemble du corps à l'exception des yeux, des mains et des pieds. Les Saoudiennes peuvent sortir du pays sans autorisation. Maintenant, c'est logique pour nous en Occident, mais ce n'était pas le cas ici. Ils veulent s'ouvrir aux touristes du monde entier et ont les facilités financières pour s'ouvrir des événements sportifs. Formule 1, boxe, Paris-Dakar. Maintenant, on ne va pas se mentir, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a 6 ans, il y avait encore la police religieuse. Donc, on peut lire, hein, avis partagé par la compagne d'un ancien acteur du football saoudien. Il y a des évolutions positives, mais ils sont encore loin au niveau des libertés individuelles de pouvoir offrir une vie à laquelle on est habitué en Europe. C'est une autre culture, mais comparativement, les Émirats et le Qatar sont en avance sur ce point-là par rapport à Riyad. Alors, pourquoi je vous lis tout ça? C'est qu'on est vraiment dans le soft power à l'état pur, c'est-à-dire que cette capacité qu'ont des États, à travers des actions donc de soft power, on n'est pas dans de l'action militaire, par exemple, on n'est pas dans de l'action de communication directe, on est sur le sport, on est sur la propagande, on est sur la culture. Le soft power américain, enfin, les Américains sont les ballons d'or, pour rester dans la métaphore, les ballons d'or du soft power. Les films sur la guerre froide dans les années 60, des années 60 aux années 90, les films des studios américains, c'est par excellence du soft power. C'est que James Bond, bah, c'est la classe en fait. Bon d'ailleurs, il est britannique le con. Mais Mission Impossible, c'est la classe, tu vois. Ces films-là, c'est sympa. Tu te dis, tiens, j'ai envie d'être américain. C'est-à-dire que les westerns, par exemple, c'est un exemple parfait de soft power. C'est-à-dire que les Américains, dont l'histoire commence sur l'un des plus grands génocides de l'humanité, en fait, c'est devenu le western. Sergio Leone, John Wayne. Les Indiens, voilà, ton bison, tu vas le manger au tipi. Alors que ces films-là, certains, pas tous, mais une belle partie de ces films-là racontent l'histoire d'un génocide. Et en fait, c'est stylé. Tu te dis, quelque part, toi aussi, tu te surprends à vouloir buter des Indiens. À un moment donné,
Tu vas à Disney, tu as envie d'acheter la Winchester. Toi. Donc c'est curieux. Merci à Notizy qui vient de lancer un raid. On est 75 personnes qui déboulent. Merci, cher ami, merci beaucoup. On était sur l'Arabie Saoudite et le football. Donc, on est vraiment dans un exemple formidable de soft power d'Arabie Saoudite et qui risque fort. Alors là encore, c'est mon pronostic sportif, ça va valoir ce que ça vaut. Mais je pense que le visage du monde footballistique risque d'être reconfiguré sous peu parce que l'Arabie Saoudite ne va pas s'arrêter à un ou deux transferts comme ça. L'idée, ça va être de multiplier. On parle par exemple du Lloris, hein, l'ancien gardien de l'équipe de France, qui lorgnerait également du côté de l'Arabie Saoudite, en tout cas qui aurait reçu des offres. Lionel Messi doit aussi donner sa décision sous peu. Donc c'est très intéressant de voir ça. L'Arabie Saoudite va mettre un paquet de pognon pour attirer les yeux du monde entier, attirer les droits télé, parce que là, ça va faire de jolies sommes, et devenir un championnat à part entière, regardé dans le monde entier. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ça peut avoir des dégâts colossaux, par exemple pour les championnats français, les championnats un peu de seconde zone en Europe, soyons clairs, ça peut avoir vraiment des conséquences gravissimes. Et sur un pan, là, on verra ce que ça va donner, mais ce que je trouve aussi intéressant sur l'aspect géopolitique et aussi sur l'aspect presque idéologique. Ce que je trouve intéressant, pour l'instant, il y a 3 joueurs majeurs qui ont fait le voyage, donc on va voir d'ici là, mais c'est aussi le côté religieux de la chose. N'Golo Kanté et Karim Benzema sont de confession musulmane, et, voilà, et c'est connu, je dirais, ils le disent sans embâge, et c'est voilà, aussi intéressant ce côté entre spiritualité et sport, mais ça va être intéressant de voir la proportion de joueurs de confession musulmane, et assumés, revendiqués, je veux dire, de gens qui en parlent médiatiquement, qui vont aller en Arabie Saoudite. Ça va être intéressant de constater ça. Ou est-ce que, comme nous dit Haute Vie dans le chat, ça va faire pchit à voir. Hein. Mais je trouve vraiment intéressant ce qui se passe vraiment dans le monde du football. On est dans le nouveau visage de la géopolitique qui, à coup de sommes d'argent monumentales, reconfigure des choses. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qu'on regardait comme un pays, en tout cas en Occident, avec des mœurs qui n'étaient franchement pas les nôtres, aujourd'hui, ouais, mais il y a du foot, quoi. Et on a vu avec le Qatar que pour 22 connards qui courent en short, on est quand même capable de s'asseoir sur pas mal de principes. Donc, affaire à suivre là-dessus, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc voilà, je prends le chat, et puis en plus on a fait le tour, je vais vous libérer bientôt pour la farce tranquille. Il y a Aitken qui dit « Il n'y a pas que le génocide des Indiens d'Amérique, aujourd'hui encore, ils ont poussé le vice d'appeler une partie de leur population afro-américain, histoire de bien leur faire comprendre qu'ils ne seront jamais des Américains comme les autres. Quelle honte !» Effectivement, il y a aussi cet aspect-là. Enfin, voilà, les États-Unis sont comme des spécialistes là-dessus. J'ai pas trouvé de pseudo. Buffalo Bill, considéré comme un héros, restaurant faisant l'apologie de ce personnage avec les Buffalo Grill, a tué et fait tuer des milliers d'Indiens natifs, clairement. Clairement. C'est assez sidérant de voir ça, mais on est dans le soft power, donc, tu vois. Il y a de tout dans le Juste Bistrot. Il y a de tout. Puis de toute façon, je préfère prévenir ceux qui sont pas chauds du sport. Lundi, je vous parlerai du match. Demi-finale de top 14. Au bout d'un moment, c'est mon émission. Je ne vais pas vous parler du fiac de Marlène Schiappa tous les jours. On a envie d'autre chose. On a envie de l'esprit de l'Ovalie. On a envie d'un drop. On a envie d'un offload, tu vois. Donc, voilà, mêlée. On a regardé le match Racing Stade Français. On a vu ces 7 mêlées à la mi-temps, là, où le Racing s'est fait concasser par la mêlée du Stade Français, meilleure mêlée de top 14 cette saison. On aime ça. On aime ça, on a envie de parler de rugby. Donc lundi, sachez-le, il y aura la demi-heure rugby. C'est comme ça, c'est mon émission. Je fais ce que je veux. Quelque part, je suis américain, en fait. Au fond, j'ai l'esprit conquête. Hein? Uncle Sam. God save our gracious. Bon, c'est les Anglais, mais c'est pareil. Parce que l'hymne américain, voilà. Hein? From the rain, can't you see? Voilà. Les paroles sont pas ouf. Mais donc non, c'est important. Le match est vendredi soir. J'ai dit quoi? Parce qu'il y a Phantom Land 669 qui dit je comprends rien. C'est lundi. Lundi, il y aura débrief rugby. Je préfère vous prévenir. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Donc, les copains, les camarades, voilà. On est là-dessus. On est là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Voilà. Ça part dans tous les sens et je peux vous dire que c'est pas fini. Il va encore y avoir pas mal de choses à se dire dans les jours à venir. Bien évidemment, on se retrouve demain. Je regarde le programme sous mes yeux. On se retrouve
Demain, bien sûr, 16h45 pour le Juste Bistrot, avec grand plaisir. Ce soir, c'est farce tranquille. À 18h, c'est parti. À 18h, c'est parti pour la farce tranquille. J'espère que ça va vous plaire. Les amis, pour tout dire, je vais me jeter un godet. Ça fait plaisir. Je vais me jeter un godet. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Tiens, alors, on va finir en musique. Tiens, on en parlait et j'aime bien cette version. Parce qu'il y a Audren 6663 qui dit le meilleur hymne américain, c'est celui de Jimi Hendrix. Et ben, moi, je pense que Chris Stapleton a fait une magnifique version de l'hymne américain. C'était lors du Super Bowl 2023. Vous l'avez peut-être vu passer. Je l'adore. C'est un bluesman, un des meilleurs bluesman américains. Bah, du coup, un des meilleurs bluesman du monde, hein, soyons clairs. Chris Stapleton, monstrueux. Et là, c'est pour le Super Bowl. Vous allez voir, c'est à l'américaine. On va finir là-dessus. C'est vraiment à l'américaine complet, un stade incroyable, des plans sur des porte-avions américains ou avec des gars habillés aux couleurs LGBT sur le stade. T'as des footballeurs qui chialent. Enfin, il y a tout ce qu'on aime dans les États-Unis. On va finir en musique avec l'hymne américain. À Viva USA. Rendez-vous à McDonald's. Les amis, je vous embrasse. Rendez-vous demain, 16h45. Passez une bonne soirée. Et la farce tranquille dans quelques minutes. Voilà. Et tu vois, j'ai pas configuré le truc. Donc, je le mets. Je lance la musique. Et c'est gagné. Bonne soirée. Vive la rigolade. Et vive.